C'est avec un immense plaisir et un grand honneur que je déclare que, dans Montcalm, le candidat du Bloc québécois aux prochaines élections sera Luc Thériault. Merci beaucoup. Ouf. C'est beaucoup d'amour en même temps. Ouh. Ben, je vais vous parler avec mon cœur. J'ai plein de notes. Je sais pas où ça va me mener, mais on m'a dit que j'avais bien du temps. Je dirais un cœur dédié aux gens de Montcalm. Puis sans trop exagérer, je dirais le cœur d'un guerrier de la liberté. Je pense que c'est ça qui me distingue, c'est ça qui me caractérise. Un cœur qui bat peut-être un petit peu trop vite de ce temps-ci, je dirais juste au rythme de ma passion pour le Québec, ma passion pour les gens qui composent cette merveilleuse nation francophone en terre d'Amérique. Il faut en être fier et il faut la promouvoir. Une nation qu'on ne veut pas voir à Ottawa, qu'on essaie d'ignorer à Ottawa. En ce sens, elle est, de toutes les luttes passées et à venir, une nation résiliente, résistante, accueillante, plurielle, innovante, créative. Puis je voudrais tellement voir cette nation-là embrasser avec fierté la tête haute, parce que je trouve qu'on l'a un petit peu basse de ce temps-ci. La tête haute, l'avenir du 21e siècle, parce qu'on est capable de prendre notre place et de faire entendre notre voix sur toutes les tribunes internationales comme chef de file de la nouvelle économie et de l'économie verte. Moi, je pense que ce que le monde manque du fait que nous ne sommes pas souverains politiquement, c'est entre autres ça, notre capacité à être un chef de file sur la planète. Parce qu'à un moment donné, au niveau environnemental, on a beau en parler comme des slogans électoraux vides, mais à un moment donné, il faut que tu traces la ligne. Quand est-ce que ça commence? Quand est-ce que tu dis non? Là, maintenant, là, c'est aujourd'hui que ça part et on ne recule plus. Les Québécois, les Québécoises, la nation québécoise est positionnée pour devenir un chef de file international et je ne vois pas pourquoi on prendrait plus de temps pour y arriver. Bon. Un premier mandat mouvementé. Mon premier mandat comme député fédéral de Montcalm, le moins qu'on peut se dire, c'est qu'il a été mouvementé, je dirais même pas trop reposant. D'abord, on s'est battu plus qu'1 an pour être reconnu. Hein? Il faut être 12, on était 10. On s'est dit, oh, les grands démocrates du Parlement canadien, la grande démocratie parlementaire canadienne va sûrement reconnaître le bien fondé de notre demande. Alors, ne nous reconnaissez pas comme un parti reconnu. On n'est pas 12. Mais donnez-nous au moins 10/12e des ressources qu'on a besoin pour faire notre travail à Ottawa. Bien, à Québec, alors que nous, ça a pris 1 an de négociation à se faire niaiser, hein, puis à se faire renvoyer les uns des autres, alors que vous savez qu'ils se divisent, eux, 18 millions à 3 partis en recherche et communication. Bien, à Québec, c'est drôle, hein? Ça a pris 2 mois. Ça, c'est ce qu'on appelle la différence entre la posture politique du Canada et celle du Québec, entre la Chambre des communes et l'Assemblée nationale. Et c'est ce qu'on a à vivre comme député. Puis on ne s'en plaint pas parce qu'on a mis nos gants de boxe. C'est ce qu'on a à vivre à tous les jours.
Puis surtout quand tu es leader parlementaire, ce que tu as à vivre à tous les jours, de la négociation pour pouvoir juste jouer ton rôle, celui que tu dois honorer parce que tu as eu un mandat de la population. Or, on a tout fait pendant ce mandat-là pour nous empêcher de jouer notre rôle à 100%. Pas de droit de vote, pas de droit de parole sans demander la permission. À ce que je sache, j'ai été élu par un mandat de la population comme tous les autres 337 députés de la Chambre des communes. Alors ça, on va régler ça bien, bien vite, parce que le 22 octobre, là, on va être 25-30, puis on va leur régler ça, la reconnaissance d'un parti reconnu. Le rôle d'un leader parlementaire, d'abord, il vient de la confiance que les collègues te font. Puis je remercie mes collègues de m'avoir fait cet honneur-là d'être leur leader. T'sais, un leader de l'opposition, c'est celui qui cherche les moyens de taper ses nerfs du gouvernement en exposant les erreurs du gouvernement, ses faiblesses, puis son manque de jugement. Et dans ce temps-ci, me vous dire, faiblesse et manque de jugement, je pense que ça va être mon thème du discours de cet après-midi. Dans le fond, les gens me demandent c'est quoi un leader parlementaire. C'est pas le chef du parti du tout. C'est celui qui fait un peu le trafic. Dans le fond, prendre une métaphore qu'on aime bien, on aime le hockey, c'est un peu comme un coach de hockey. C'est un peu ma responsabilité de choisir, puis pas tout seul, là, avec toute une équipe, puis plus tu t'effaces dans la prise de décision, puis plus les choses se font en symbiose, et mieux c'est. Mais c'est de choisir les meilleurs joueurs, ceux qui vont, selon l'actualité du jour, aller marquer des points. Et on en a du talent. Il est sous-exploité parce qu'on a 10 questions par semaine. Mais imaginez-vous si on en avait 10 par période de questions, 50 par semaine, ouh là là! Je peux vous dire que sur l'histoire de Netflix, là, je pense pas que Mélanie Joly aurait pu durer aussi longtemps que ça. Quand on se met sur le dos d'un ministre, on aurait changé les choses. Et ça, c'est sans compter, je vais en parler tantôt, les dossiers qui nous habitent actuellement. Puis quand tu as une question par jour, il y a des dossiers de comté que tu ne peux pas amener à la période de questions. Je tiens quand même à dire qu'il m'a été permis d'en amener un et j'en suis fier. Tu sais, on dit, ça prend un député dans le gouvernement pour que, dans le fond, voter du bon bord, pour que tu puisses être servi, sinon, t'as rien. C'est de la foutaise. D'abord, les programmes sont normés, les subventions sont normées, puis ils vont de façon catégorique et randomisée, quasiment. Par contre, ce dont le Québec a besoin en Ottawa, c'est des gens qui se tiennent debout, qui ne sont pas sourds, muets, puis qui ne font pas de l'aveuglement volontaire, ce que font les 40 députés et ministres du gouvernement libéral. Et croyez-moi, si c'était les conservateurs, ce serait la même affaire, parce que présentement, ce que font les libéraux, c'est de poursuivre les politiques du gouvernement Harper dans bien des domaines. Je pourrais y revenir. Donc, parlant du manque de jugement et de la faiblesse, il y a un exemple qui me vient en tête. Moi, j'ai le dossier des affaires étrangères. C'est épouvantable de voir la mollesse, la faiblesse, le manque de respect que peut avoir le Canada à l'étranger. Comment se fait-il qu'un citoyen de Mascouche, un Québécois intégré dans la communauté, au point où ses collègues de travail, ingénieurs civils à Laval, décident de partir une pétition pour lui venir en aide, un père de famille qui part 7 jours avec sa petite famille à Cuba, puis qui prend à Sunwing, chez Sunwing, un forfait tout compris qui contient une excursion nautique,
On ne lui donne pas de formation plus qu'il faut. On lui dit ça va bien aller, pèse sur le gaz. On met la famille au complet dans le bateau alors que le certificat doit compter seulement 2 personnes, doit autoriser 2 personnes seulement. Puis arrive une catastrophe, perte de contrôle. Les experts au 2e procès ont témoigné que ce bateau n'avait pas été examiné, expertisé depuis au moins 8 mois. Il se retrouve encore détenu sur l'île de Cuba parce que les autorités cubaines l'ont accusé d'homicide par imprudence et lui ont mis sur les épaules 4 ans de prison ferme. Alors, tu t'en vas avec ta petite famille pour passer une semaine de plaisir à Cuba et ça devient l'enfer. Et que font les affaires consulaires canadiennes? Et qu'a fait l'ambassade canadienne? Qu'a fait Mme Freeland? Rien. 0 puis une barre. Ces gens-là pensaient bien que la justice cubaine allait être semblable à la nôtre. Ils avaient confiance au processus. Alors, comme leur avocat leur disait, écoutez, vous n'allez pas être tout seul appelé au procès, il va y avoir d'autres témoins, notamment la compagnie gouvernementale qui n'a pas respecté les règles en la matière. Il était censé y avoir 3 personnes, 2 guides, 1 responsable, plus lui, accusés au procès. Il s'est retrouvé le seul bouc émissaire. Ils l'ont condamné, 4 ans de prison ferme. Il fait appel. Pendant qu'il fait appel, incapacité, les 2 doigts dans le nez des affaires consulaires puis de l'ambassade canadienne de le faire sortir, parce que, je veux dire, pour l'instant, il fait appel du jugement. Quand tu fais appel d'un jugement, tu ne restes pas en prison. Il fait appel du jugement, pas moyen de le sortir. Et là, les affaires consulaires, tout ce qu'ils attendaient, c'est de voir quel était le résultat de la Cour suprême. Et puis, puis là, ils disaient, informez-nous de ce qui se passe. Imaginez-vous, on paye des gens à l'ambassade canadienne à Cuba pour qu'ils puissent dire à un citoyen québécois qui est pris là-bas, qui est victime d'injustice, informez-nous de ce qui vous arrive. C'est pas rien, ça. Un premier procès, la Cour suprême de Cuba décide qu'il y a eu vice de procédure, dit au procureur, vous avez mal fait votre travail, vous avez le choix ou de relâcher ou bien de recommencer le procès. Ils ont décidé de refaire le procès. Il s'est retrouvé dans un 2e procès avec les mêmes juges, avec les mêmes procureurs et encore le seul cité à procès parce que les autres ont foutu le camp. Bravo. Et là, il fait appel. Et là, le gouvernement commence à essayer de faire des choses. Entre les 2 procès, au moment où la Cour suprême a dit il y a vice de procédure, vous êtes relâché, comment se fait-il que Mme Freeland ne l'a pas fait revenir chez lui? Comment se fait-il qu'elle ne s'est pas portée garant de monsieur, puis aller le reconduire aux douanes, puis dire si vous avez des accusations, nous portons garant, on vous le rendra, on viendra vous le reconduire. En attendant, il va passer son temps avec sa famille. Pas du tout. Alors, c'est quoi ça? On ne demande pas d'intervenir dans le processus judiciaire. Mme Freeland pourrait appeler son homologue, là. Moi, je pense que je suis rendu là. Vous voulez savoir ce que ça changerait si on était un pays? Moi, si j'étais ministre des Affaires étrangères, j'appellerais mon homologue des Affaires étrangères. Et je lui dirais, là, après 2 procès, une relaxe parce que la Cour suprême vous a démontré que vous n'aviez pas fait votre job, je pense qu'il y en a eu assez. Vous allez l'expulser parce que je vous donne 6 mois pour l'expulsion, parce qu'il n'y aura pas un avion de tourisme qui va atterrir chez vous après 6 mois. C'est pas compliqué, là. On n'est pas dans un cas là, compliqué. Là. Je pense qu'il y a toujours eu des bonnes relations du Canada avec Cuba. Mais je trouve que là, c'est dépasser les limites. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'on a des mollusques au bout de la ligne qui ne font pas le job, qui ne font pas respecter les droits et libertés des citoyens du Québec et des citoyens canadiens. Alors voilà, ça,
Ça, là, qu'est-ce que ça vaut un passeport canadien? Bon Dieu. Deuxième cas, vous l'avez entendu tantôt, je vais aller très vite. Raif Badawi, puis sa sœur qui a été incarcérée aussi. Comment le Canada peut continuer à vendre des blindés à l'Arabie saoudite? Hein? Le premier des ministres que j'ai eu à affronter aux affaires extérieures, ça s'appelait comme ça avant, c'était M. Dion, Stéphane Dion. Quand il se levait, là, il avait l'air gêné de me répondre. Je comprends, ils l'ont remplacé. Mais Mme Freeland, là, elle ne répond pas à ces questions-là autrement qu'avec ses cartons. Comment se fait-il qu'on continue à vendre des blindés à l'Arabie saoudite? Monsieur Trudeau, manque de jugement, est allé répondre, oui, mais si on casse le contrat, notamment en Ontario, là, si on casse le contrat, ça va coûter 1 milliard peut-être. D'abord, le chiffre, il l'a lancé dans les airs comme ça, juste pour spinner le monde. Et alors, moi, de répondre, ah ouais, ben alors, les femmes et les enfants qui meurent, qui sont blessés mortellement ou qui sont handicapés à vie au Yémen à cause de blindés canadiens utilisés par l'Arabie saoudite, est-ce qu'il faut diviser le 1 milliard par le nombre d'enfants puis de femmes qui ont été victimes pour savoir c'est quoi le prix d'une vie pour Justin Trudeau? Mollesse, incompétence, faiblesse. C'est ça le Canada. Je vais continuer. Je suis bien parti. Moi, ce qui me questionne, on parle souvent de l'échec référendaire, n'est-ce pas? Dans notre rapport à Ottawa, on dit toujours « Ah, vous avez perdu l'échec référendaire. » Bien, moi, depuis que je suis assis à Ottawa sur les banquettes, puis que je respire l'air canadien au-delà de l'Outaouais, j'ai l'impression qu'on ne parle pas assez de l'échec du fédéralisme aussi. Parce qu'à ce que je cherche, autant en 80 qu'en 95, on promettait de réparer le différend canado-québécois, ce qui n'a pas été fait. On vit donc totalement cimenté, complètement cimenté, la vie parallèle des deux solitudes. Quand tu es à Ottawa, là, ça saute aux yeux. On en parle comme ça, comme un concept, nous, ici, là, les deux solitudes. Mais je veux dire, à Ottawa, là, il n'y en a rien à foutre du Québec. Le Québec, dans le Canada, n'est pas respecté. D'abord, Justin parle souvent de l'attrait pour la diversité, l'intérêt qu'on doit avoir pour la diversité dans le Canada, puis l'ouverture à la diversité. Mais il est ouvert à la diversité dans mesure où il ne reconnaît pas, justement, notre propre diversité, c'est-à-dire notre propre différence nationale. Tu sais. Alors, ces deux solitudes-là, ça fait qu'il y a deux économies qui s'affrontent. Il y a deux types de nations qui cohabitent sans avoir de lien. Ça me fait penser à un divorce qui n'a fini plus de finir. Personne ne veut signer. Mais je veux dire, c'est des vies parallèles. Il faut être à Ottawa pour s'apercevoir qu'on est une quantité négligeable au Québec et que tout ce qu'ils ont à faire par rapport à nous, c'est de faire rouler les sirènes électoralistes là, pour venir nous charmer. En dehors de ça, ni vu ni connu, tout part de Toronto. Parlons de quelques dossiers pour défaire quelques mythes. Le mythe de voter du bon bord. D'abord, je l'ai dit, 40 députés complètement muets qui suivent la ligne de parti. Puis quand ils ne suivent pas la ligne de parti, ben ça n'a pas l'air d'avoir ben d'impact de ce temps-ci. Muskrat Falls. Avez-vous déjà entendu parler de Muskrat Falls? Hey! 13 milliards, OK? Un prêt de 8 milliards du fédéral, c'est presque 2 milliards du Québec, pour concurrencer Hydro-Québec. Puis là, ça donne que c'est un projet qui est un fiasco parce que ça n'a pas marché leur affaire. Il a fallu qu'ils refassent les travaux. Et l'énergie va tellement être chère
qui ne pourront pas la commercialiser. Alors, Muskrat Falls, là, pensez-y, là, Terre-Neuve, là, c'est à peu près la population de la ville de Québec. 13 milliards. Ils ne seront même pas capables de se relever de ça, là. Puis là, c'est sans compter, parce que c'est un dossier sans fond, là, combien ça va coûter à terme, ce dossier-là. Mais c'est avec notre argent, on finance la concurrence d'Hydro-Québec. Puis, je veux dire, en termes de ratio, là, c'est comme si, au fond, nous, on multipliait le 13 milliards par le nombre de Québécois qu'on est, là. C'est incroyable. Muskrat Falls, on dépense notre argent pour se faire concurrencer. Ils n'ont jamais mis une scène pour Hydro-Québec. Terre-Neuve, chiale quand même, puis sûrement qu'ils trouvent qu'on a trop de péréquation. Chantier maritime de la Davie, qui a été porté par mon ami Boudria. Un des chantiers les plus performants. La stratégie maritime des conservateurs, on continue à la perpétuer avec les libéraux. C'est à peu près 100 milliards sur 25 ans. Qu'est-ce que le Québec a eu de ça? Rien. On a donné aux maritimes, on a donné en Colombie-Britannique, rien pour le Québec. Puis là, ben, les élections s'en viennent. Il y a un an, Stephen Blaney venait nous voir dans l'antichambre et disait « Continuez, là, le bloc, là. Parlez-en de la Davie, parlez-en du chantier de la Davie. » Moi, je suis un peu gêné d'en parler. Je comprends, c'était la stratégie maritime des conservateurs que de rien donner au chantier de la Davie. T'sais. Là, présentement, il y a une question, fin de période de questions, d'essayer chasse-mise, à chaque période de questions pour dire « C'est bien effrayant, quand est-ce que l'Obélix s'en vient? » Bien, il va s'en venir jamais, l'Obélix, si tu prends le pouvoir, parce que c'est ta propre stratégie maritime. Alors, comment se fait-il qu'on a de l'argent pour les autres et qu'on n'a pas d'argent pour nous autres? Puis pendant ce temps-là, il faudrait se mettre à genoux pour les remercier pour la péréquation. Trans Mountain, 13,8 milliards pour l'acquisition et l'expansion du pipeline pour sortir du brut des sables bitumineux. SNC-Lavalin, faut-tu que j'en parle? Incompétence, incapacité à prendre des décisions. Je veux dire, depuis le début du mandat de Justin Trudeau, là, à part les belles photos qu'il faisait à l'extérieur puis de la politique là, de communication, la gestion interne du pays, zéro puis une barre. Et là, avec SNC, on voit l'incompétence de ce gouvernement-là. La question est simple, là. Si toutes les compagnies d'ingénierie qui sont concurrentes d'SNC ont eu accès, eux, à des ententes de réparation qui sont exigeantes, ces ententes-là, vous le savez, vous le direz aux gens qui pensent que c'est juste de passer l'éponge. C'est pas ça du tout. Les dirigeants crapuleux, c'est out. Il y a quasiment une tutelle qui est faite sur l'entreprise pendant X temps. Ils doivent ouvrir leurs livres. Ils doivent payer des amendes salées. Mais on va-tu faire perdre les retraites à ceux qui ont gagné correctement leur vie pour cette entreprise-là? On va-tu perdre un fleuron québécois? On va-tu perdre l'expertise aussi qui vient avec ça? C'est pas juste une histoire de pouvoir entre la ministre de la Justice puis le bureau du premier ministre. Il y a une décision à prendre. Pendant qu'Andrew Scheer disait il n'y en aura pas de perte d'emploi. C'est pas prouvé. Parce qu'il ne veut pas répondre à la question, il va en avoir une entente ou pas? 1,6 milliard qu'ils ont perdu, s'ils continuent à perdre comme ça des milliards, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont se faire une OPA, une prise hostile. Siemens pourrait les fermer, prendre ce qu'ils ont de besoin, puis bye, fini, SNC. C'est ça qu'on veut au Québec? Non, c'est pas ça qu'on veut. On veut un premier ministre qui prend des décisions. Ça traîne là, depuis un mois. Alors, ça prend une décision. Mon ami Sainte-Marie, vous l'avez vu dans les médias, il a posé la question clairement, quand est-ce que vous allez prendre une décision dans le dossier? Puis là, je n'irai pas dire, si c'était ailleurs, que ça se passait dans le Canada, y aurait-il autant d'indécisions? Je pense que ce gouvernement-là est incompétent, un point, c'est tout. Puis les conservateurs, ce qu'ils font, c'est de l'électoralisme. Ils veulent gagner des votes dans l'Est du pays, fait qu'ils font semblant, tu sais, que
il y a d'autres solutions que celle-là. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez, le Bloc? Bien, ça tombe bien, on a un beau petit slogan. Ce que le Québec veut, le Bloc le veut. Ce qu'on ne veut pas, c'est d'Énergie-S, que Andrew Scheer essaie de nous passer dans la gorge. On a dit non. Quand on a dit non à Énergie-S, là, comprenez une chose, là. Je le répète parce qu'il y a de la désinformation. On ne parle pas du même carburant qu'il y avait dans les wagons là, de Mégantic, là. Le brut, là, il est inflammable. La seule chose qui est très dangereuse, c'est le diluant qui est pris pour le faire rouler dans le pipeline. Hein? Quand j'ai fait ma conférence de presse avec Elisabeth May à l'époque, elle disait, attention, le brut, il n'est pas inflammable comme Mégantic, là. Il est dangereux, là. Mais ça ne veut pas dire... Pourquoi ils ne prennent pas les wagons pour le sortir? Parce que essayer de produire 40 % de plus de pétrole, ça veut dire 1,2 million de barils par jour, 121 000 litres à la minute. Essayer de faire ça sans avoir des wagons d'un bout à l'autre du pays, là, ils ne sont pas capables d'augmenter. Alors, on va mettre en péril ce qui est vraiment l'or du 21e siècle, l'eau, notre eau. On va mettre ça en péril, nos terres, pour enrichir TransCanada. Non, merci, on a dit non. On a dit non avec les MRC, on a dit non avec les municipalités. Tout le Québec s'est mobilisé dans tous les milieux de vie. Puis Andrew Scheer, il a le culot de venir au Québec puis d'aller dans l'Ouest, faire des réunions puis dire « Je vais les convaincre ». C'est parce qu'ils n'ont pas compris. Bien, une petite surprise pour eux autres. On a très bien compris ce qu'il s'agit, puis ça va être non encore une fois, puis je l'attends aux prochaines élections. Je l'attends. Qui viennent me faire passer ça dans la gorge. Ce qu'on veut, donc, c'est tracer la ligne pour accélérer la transition énergétique. Il faut une transition énergétique. Ce qu'on ne veut pas, c'est une économie qui est tournée vers le pétrole. On veut lutter contre les réchauffements climatiques puis devenir un chef de file de l'énergie verte. Ce qu'on ne veut pas, c'est des politiques mur à mur. Par exemple, tu te souviens, une loi mur à mur de protection du consommateur canadien, hein, dans un projet de loi ça d'épais, où il y avait une petite feuille de rien qui venait bafouer la loi québécoise de protection du consommateur, renverser un arrêt de la Cour suprême au profit des grandes banques canadiennes. Oui, M. Morneau, tu fais bien ta job, hein, avec tes petits amis des grandes banques. Bien, nous, on veillait au grain, puis même si on n'a pas une scène du 18 millions en recherche qui se partage, c'est nous qui l'avons trouvé. C'est nous qui avons utilisé ce qu'il fallait pour bloquer ce dossier-là. Imaginez-vous, on a même utilisé le Sénat. On a communiqué avec le Sénat. Nous, du Bloc québécois, qui voulons l'abolition du Sénat, on s'est dit, pendant qu'ils sont payés, il faudrait bien qu'ils servent à quelque chose. Puis ça a servi. On les a fait reculer. Puis les conservateurs se sont réveillés à un moment donné. Hein? Gabriel arrive avec son amendement en commission, puis là, tu as mon Deltel qui se revire, puis il regarde son équipe de recherche. C'est vrai, ça? Ça faisait déjà 2 semaines qu'on avait fait cette annonce-là, nous. Ça ne levait pas dans les médias parce que c'était le Bloc, comprends-tu? On est trop à l'avant-garde. Ça prend 25-30 députés. Là, ils ne pourront pas nous ignorer. Ce que nous voulons, c'est qu'on soit respecté dans nos manières de faire. Ce qu'on ne veut pas, c'est des cadeaux multinationales du web comme Netflix, Spotify. Ce qu'on veut, c'est une culture québécoise fière, forte, dynamique. Ce qu'on ne veut pas, c'est le multiculturalisme canadien qui, dans les faits, est l'aboutissement d'une logique de l'enclave. Hein, c'est ça, le multiculturalisme canadien. Ça nie la différence québécoise. Puis ça fait la promotion de la pluralité puis de la diversité. Mais écoutez, comment tu peux faire la promotion de la diversité en niant la différence québécoise? Il y a un mot tabou à Ottawa, nation québécoise. Ah oui, les conservateurs l'utilisent. Comme on l'utilise de façon folklorique, là, il y a une nation qui parfois sort ses ceintures fléchées. Là. C'est ça pour eux autres, la nation québécoise.
Hein? C'est du folklore. Mais s'il faut inscrire légalement la nation dans la Constitution pour qu'elle ait une voie légale puis des pouvoirs, il n'y en est pas question. Puis ils ne sont même pas capables de nous parler comme étant une société distincte, encore moins. Ce qu'on veut donc, parce que l'enjeu du multiculturalisme, avec tous les besoins puis les flots migratoires là, que la planète est en train de connaître, ben l'enjeu, ça va être, pour le Québec, de bien intégrer ces immigrants, de bien en prendre soin, bien sûr. Mais, écoute, si tu veux parler anglais, là, il y a partout ailleurs dans le Canada. Ce qu'il faut qu'il soit clair, là, c'est que nous, là, viens enrichir notre différence avec ta culture sans problème dans la mesure où tu respectes un tronc commun. Le Québec est une société française. La langue de l'espace commun est le français. La langue du travail est le français. La langue des communications de l'État devrait être le français. L'égalité homme-femme, non négociable. Et la séparation de la religion et de l'État. On a vécu la Révolution tranquille. On a fait cette transformation-là. On n'est pas pour revenir en arrière puis revenir au Moyen Âge. Il n'y en est pas question. C'est pas parce que les Québécois sont xénophobes ou ils ont peur de l'étranger plus que partout ailleurs dans le monde. D'ailleurs, comment pourrions-nous, nous, être plus racistes qu'ailleurs, alors qu'un des piliers de notre cause, c'est la reconnaissance puis le respect de notre différence? Bien, le respect puis la reconnaissance de ma différence, ça implique que je respecte la différence de l'autre. Et à partir du moment où je dis être québécois n'a rien à voir avec paraître québécois, ça n'a pas à voir avec la couleur, ça n'a pas à voir avec l'accent, ça a à voir avec une décision politique. Moi, tous ceux qui arrivent au Québec, qui partagent notre tronc commun, je leur dis, venez nous aider à bâtir cette nation qui va s'illustrer au 21e siècle. Ce que nous voulons, ce que nous ne voulons pas, c'est ce qui est en train de se passer en Ontario. Le bilinguisme institutionnel, là, qui est vraiment là, le mot d'ordre et le chant qu'on entend tous les jours à Ottawa. Hein? Le next plus ultra là, pour les Canadiennes, là, c'est le bilinguisme. Là. Comme si, là, après 200 ans, là, il était d'égal à égal. T'sais. Il n'y a qu'au Québec, Colin, qui est une société vraiment la plus bilingue. Le bilinguisme institutionnel, on l'a vu là, avec les Franco-Ontariens, 3% de Franco-Ontariens qui parlent encore français à la maison. Des écoles où les cours étaient en français, mais quand ils sortaient de la classe, ils se faisaient taxer. Ils ne pouvaient pas parler français. C'est ça le Canada d'un océan à l'autre. On veut-tu ça? Non. Et le fait de dire, il y a un tronc commun à respecter pour que vous puissiez venir enrichir notre différence québécoise, c'est tout simplement normal. Donc, on veut parler français. On veut continuer à parler français. Et on est aussi, les Québécois, épris de justice sociale. Ce qu'on ne veut pas, c'est de perpétuer les paradis fiscaux, puis que les grandes banques puissent encore profiter de la largesse du Parti libéral puis du Parti conservateur, parce qu'à ce niveau-là, on avait le NPD avec nous. Donc, on veut une justice fiscale, que tout le monde paye sa juste part. Ce qu'on ne veut pas, c'est que la religion se mêle de nos affaires publiques, des affaires politiques. On veut donc un État laïque, je l'ai dit tantôt, égalité homme-femme, choisir nous-mêmes comment vivre ensemble et se donner les moyens de se vivre ensemble-là, parce que c'est facile quand tu as les pouvoirs d'un pays souverain. Tu fais tes lois, tu es politiquement souverain, tu as tes frontières, c'est facile d'intervenir. Mais quand on ne te reconnaît pas cette capacité, puis quand tu n'as pas ces leviers-là, ben il faut être encore davantage vigilant sans avoir peur de l'autre, au contraire. Ce qu'on veut aussi, je vais y aller en bref, la souveraineté environnementale, un rapport d'impôt unique, des compensations pour nos producteurs laitiers. D'ailleurs, on les a pognés, hein, avec une motion unanime pour des compensations pour les 3 traités.
Puis ils étaient tous en chambre en plus. Ils étaient gênés en bon lieu de voter contre. Bien là, ils sont pris avec, puis les producteurs sont en train de négocier. Ça, c'est grâce au Bloc québécois. Puis on n'est pas du côté du gouvernement. On est du côté de l'opposition. Parce que savez-vous, dans un Parlement, là, quand il y a juste un gouvernement et qu'il n'y a pas d'opposition, on appelle ça une dictature. Donc, on veut le maintien de la gestion de l'offre. On veut que nos producteurs maraîchers puissent avoir des travailleurs qui ne sont pas, essoufflés puis enfargés dans la paperasse des fonctionnaires puis qui sont capables d'être là pour pas que nos cultures pourrissent dans le champ. Et ce qu'on veut, c'est des députés qui, à Ottawa, se lèvent sans faire de compromis parce qu'ils veulent avoir des votes dans l'Ouest, en Ontario ou bien dans les Maritimes. Le Bloc québécois, ce qui l'a distingué avec le temps, c'est sa rigueur, sa crédibilité, et ça, c'est l'héritage de Gilles Duceppe. Le Bloc est réputé comme étant un parti de rigueur et a la crédibilité. Quand on prend position, d'ailleurs, on a toujours déposé des cadres financiers, puis nos cadres financiers, ce n'est pas de l'argent qu'on invente. Consensus québécois à la Chambre des communes. Ce qui est intéressant, c'est que si Gilles Duceppe a mis en place cette rigueur, puis il nous a donné cette crédibilité-là, on vient de se donner un chef qui est dans la même lignée que Gilles Duceppe et qui a cette crédibilité et qui nous fait confiance parce qu'il exerce un leadership rassembleur et éclairé et qu'il nous fait confiance, et ça fait beaucoup de bien. Et on travaille en complémentarité. Donc, ma cause, c'est de prendre soin du monde. Pour prendre soin du monde, je suis encore davantage convaincu que ça prend la souveraineté du Québec. Pas compliqué. Le plein épanouissement individuel et collectif de la nation québécoise passe par la souveraineté, passe par l'indépendance. Et évidemment, il y aura un long chemin à faire, mais moi, ça ne me dérange pas du tout de reprendre le bâton du pèlerin et puis d'y aller systématiquement. Mais il y a une chose qui est certaine, depuis que je suis à Ottawa, j'ai la conviction, pas parce que je suis là et que je voudrais y rester. Non, moi, je veux partir de là. Mais pas avant d'avoir réglé le différend Canada-Québécois. Je suis persuadé que ça prend un front fort de Québécois qui se tiennent debout que pour le Québec à Ottawa si on veut un jour faire valoir et accéder à notre statut de nation reconnue aux Nations unies et dans le monde. Merci.